Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo sur les fonctions du deuxième degré et en particulier les inéquations où on va s'attaquer à la question la plus difficile de l'année en fait, simplement. En quatrième année ici en Belgique, c'est la question qui est largement la plus difficile et pourtant, pas de chance, c'est aussi une des questions les plus importantes. Ce qui veut dire que c'est une partie qui vaut pour beaucoup de points et qui est pas facile. Donc on va tout reprendre en détail pour bien comprendre chaque petit détail de ce qui peut arriver dans cette question, dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lire à votre aise, à revenir en arrière, c'est vraiment important. La question à laquelle on va s'attaquer, c'est quel est le plus grand domaine possible d'une expression donnée. Donc ça veut dire qu'ici on a une fonction, une fonction, il faut toujours donner son domaine. Ça, je vous fais référence à la vidéo sur les fonctions. On n'est pas obligé de définir le plus grand domaine possible. Mais c'est vrai qu'en général, quand on donne juste l'expression de la fonction, on dit un peu genre est défini sur le plus grand domaine possible. Genre par exemple, si je vous dis f de x égale x carré, dans la vidéo sur les fonctions, j'insistais bien sur que f de x égale x carré, c'est l'expression analytique de la fonction, c'est pas la fonction. La fonction, c'est un lien qui peut être défini sur un domaine. Ici, on va donner l'expression et on va dire défini sur le plus grand domaine possible. Et la question est donc, quel est ce domaine? Bon, la première étape, ça va être de comprendre cette question. Qu'est-ce que c'est le domaine d'une fonction? Ce sont tous les x qu'elle transforme. Par exemple, si je prends f de x égale racine de x, racine carrée. Voilà, c'est moche. Cette fonction-là peut prendre certaines valeurs de x et les transformer. Et la question est, quelle valeur de x peut-elle prendre? Vu que je prends ici le plus grand domaine possible, tout ce qu'elle peut prendre, elle le prend. Donc peut-elle prendre x égale à 1? Oui, racine de 1, ça existe. Peut-elle prendre 2? Oui, racine de 2, c'est pas un nombre entier, mais ça existe. Racine de 0, on me pose souvent la question. 0 au carré, ça fait 0. Je rappelle bien la définition de racine. Racine de 25, c'est un nombre positif dont le carré est 25. Donc ici, les deux conditions montrent que c'est 5 la racine. C'est le seul nombre positif dont le carré est 25. Hein, racine de 0, ça marche bien. 0 au carré fait 0. Et 0 est plus grand ou égal à 0. Donc tout va bien. Ok? Ça, c'est le domaine. Ce sont les valeurs qui sont transformées par la fonction. Quand on parle le plus grand domaine possible, ce sont toutes les valeurs qui pourraient être transformées par la fonction. C'est la première chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est comment va-t-on chercher le domaine de définition, le plus grand domaine possible. Si elle transforme tout ce qu'elle peut, la question est qu'est-ce qu'elle ne peut pas transformer? Puisqu'elle va transformer tout ce qu'elle peut, donc tout sauf les problèmes. Du coup, la question est plutôt quels sont les problèmes qui pourraient arriver? Quelles sont des expressions mathématiques qui n'ont pas toujours de sens? Il y a des choses qu'on peut écrire et qui n'ont pas de sens. Par exemple, 1 divisé par 0, c'est quelque chose que je peux écrire, je viens de le faire, et pourtant ça n'a aucun sens. On n'a pas défini la division par 0. Autrement formulé, il n'y a pas de réponse à ce calcul-là. Je ne peux pas calculer 1 divisé par 0. Okay? Et donc typiquement, une expression comme 1 sur x moins 1, je ne peux pas la calculer si x vaut 1. C'est impossible. Ça, c'est un exemple de chose qui n'est pas dans le domaine. Ce n'est pas possible de mettre x égale à 1 dans le domaine. Si x vaut 1, alors x moins 1 vaudrait 0, et donc 1 sur 0 n'a pas de sens. Ok? Il y a donc une liste finie de problèmes qui peuvent se passer. Les problèmes sont liés aux opérations mathématiques. Il y a quelques opérations, pas tellement, quelques opérations mathématiques qui n'ont pas toujours de sens. Je viens en fait de vous donner les deux principales. La division par 0, on ne peut pas. La division est une opération où on ne peut pas diviser par tous les nombres. On ne peut pas diviser par 0. Donc ça, je vais le noter comme ceci. Quand vous avez, je vais mettre n pour dire un numérateur, quel qu'il soit, on s'en fout du numérateur. Hein. 0 peut être numérateur. Hein. 0 divisé par 5, j'ai 0 bonbons, je les divise en 5 personnes, c'est peut-être très con, mais personne n'en a. Donc 0 divisé par 5, ça fait 0. Un sac de 0 bonbons divisé en 5 personnes, chacun a 0 bonbons. Oui, c'est con, mais c'est juste. Et donc un numérateur, il n'y a pas de problème.
Par contre, le dénominateur, je mets des petits points pour dire une expression, que là, il y a 2 secondes, c'était x moins 1. Cette expression-là ne peut pas être 0. Tout le reste marche, mais pas 0. Le deuxième type de problème possible... Attends, je récupère mon curseur. Hop. Deuxième... Il y a un autre exercice à droite. Le deuxième type de problème possible, ce sont les racines carrées. Une racine n'est pas toujours définie. Une racine ne peut pas porter sur un résultat négatif. Alors attention, de nouveau, il y a des choses qui sont mal comprises. J'entends parfois qu'une racine ne peut pas contenir un nombre négatif. Bon, c'est un abus de langage. Si c'est dit en termes d'abus de langage, c'est ok. Mais par contre, parfois, j'ai déjà eu des élèves qui me disaient, mais monsieur, x racine de x moins 2, c'est pas possible, il y a moins 2 dedans. Moins 2 négatif. Non. C'est le résultat de la racine, c'est ce sur quoi porte la racine qui doit être un nombre positif. Le x moins 2 n'a aucun problème. Pour autant que x soit assez grand. Si x vaut 10, 10 moins 2, ça marche. Ça fait racine de 8, ça marche. Donc, le contenu de la racine, quel qu'il soit, aussi petit ou grand soit-il, c'est pas la question, ce contenu-là doit être un nombre positif ou 0. En 4e année, quand on fait ce truc-là, je parle toujours de 4e année belge, hein, quand on fait cette partie-ci, il n'y a que ces 2 conditions d'existence possibles. On appelle ça des conditions d'existence. Les conditions pour que l'expression existe. Il n'y a que ces 2 conditions possibles. Bon, ici, c'est une vidéo qui n'est pas peut-être qui va pas être regardée que par des 4e années, donc je vais compléter, mais pour ceux qui sont en 4e ou à cette époque-ci, ça s'arrête là. Il y a 2 autres opérations et 2 dernières autres opérations qui ne sont pas toujours définies. Il y a la tangente. La tangente de x n'est pas toujours définie. Je ne peux pas prendre la tangente de 90 degrés. Vous faites votre cercle trigo. Ici, 90 degrés, là, ou 270, ou n'importe quel nombre de tours supplémentaires. Donc je vais résumer ça en disant 90 degrés plus un nombre de demi-tours. Ça, c'est si vous êtes en degrés. Si vous êtes en radian, c'est pi demi plus k fois pi, mais ça, je vous renvoie vers là au moment où vous avez appris ça. Hein. Donc, si vous avez tangente de quelque chose, ce quelque chose ne peut pas être égal ni à 90 degrés, ni à... Je vais mettre en radian. Généralement, on le fait en radian plus tard. En pi demi, ni pi demi plus n'importe quel demi-tour. Et la dernière fonction qui amène des conditions d'existence, ce sont les logarithmes. Je mets le log en base A, mais en fait, le ln est dedans, puisque ln, c'est log en base E. Je m'adresse évidemment que à ceux qui ont vu ça. Et donc, le contenu d'un ln ou d'un log, de manière générale, ne peut pas être ni 0 ni négatif, donc doit être strictement plus grand que 0. Voilà, je mets entre parenthèses les 2 derniers. Si vous les avez vus, vous avez sans doute compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas vu, attendez de le voir. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre maintenant, ce serait plutôt une mauvaise idée. Ça vous forcerait à essayer de deviner des choses, et c'est pas comme ça vraiment que les maths fonctionnent. Mais donc voilà, on va se concentrer sur les 2 premiers. Je vais donc effacer ces 2 parties-ci, mais comme ça, vous les avez entendues si jamais vous en avez besoin, vous qui regardez cette vidéo. Voilà, je vais me concentrer sur les 2 premiers. Les 2 opérations qu'on a vues à cette époque-ci sont la division et la racine, qui ne sont pas toujours définies. Je ne peux pas diviser par 0, et je ne peux pas avoir un nombre négatif dans une racine. Alors, j'insiste bien sur une différence fondamentale. Je reprends mon exemple du 1 sur x moins 2. J'ai beaucoup trop souvent des élèves qui m'écrivent comme condition d'existence x différent de 0. Alors non. Il faut fortement différencier ce qui doit être non nul, c'est-à-dire le dénominateur, et la valeur que x prend qui cause que le dénominateur est nul. Le dénominateur, c'est x moins 2. On est d'accord qu'ici, la condition d'existence, je ne peux pas diviser par 0, donc le dénominateur ne peut pas être 0. Et ceci ne correspond pas du tout à la valeur x égale 0. Hein. En 0, ça marche très bien. 0 moins 2, 0 moins 2, ça fait moins 2. Je peux diviser par moins 2. Par contre, je ne peux pas diviser par x moins 2 lorsque x vaut 2. Donc il faut bien différencier le dénominateur qui vaut 0 et x vaut 0. Et en passant, je pense que c'est une erreur qui arrive aussi parfois, parce qu'au début, on a tendance à commencer trop par 1 sur x. Et du coup, là, il y a une confusion entre la condition d'existence, qui est le dénominateur différent de 0, et la résolution de cette condition d'existence, qui est aussi x différent de 0. Et donc, c'est un exemple que j'essaie de ne pas trop utiliser pour ne pas induire cette erreur-là. Mais donc voilà, différenciez bien
le dénominateur différent de 0 et la valeur de x qui cause le dénominateur différent de 0. De la même manière, pour la racine, il y a le contenu de la racine qui doit être positif, et c'est pas pour ça que x doit être positif. C'est deux choses différentes. Bien. Pour l'instant, je synthétise un peu. On a défini le domaine de définition. Ce sont toutes les valeurs que f peut transformer. Toutes les valeurs de x que f peut transformer. Et comment est-ce qu'on trouve le plus grand domaine de définition? On doit lister et résoudre chacune des conditions d'existence. On liste tous les problèmes potentiels. S'il y a 5 racines, vous avez 5 problèmes potentiels à résoudre. S'il y a 10 dénominateurs, vous avez 10 problèmes potentiels à résoudre. Pour un total de 15. Ok? On va pas aller jusque-là, mais c'est pour l'idée. Et vous allez donc lister ces problèmes. Chacun de ces problèmes doit être résolu. L'expression n'a du sens que si aucun des problèmes ne se pose. Donc on va écrire les conditions pour que ça existe, donc on va écrire les conditions pour que le problème ne se pose pas, pour que le problème soit résolu. Et il faut donc que toutes les conditions d'existence soient résolues pour que tout existe. Si une seule des conditions n'est pas résolue, il y a un problème qui est posé, et donc il y a un problème. D'accord? Donc le domaine, ce sera l'ensemble des valeurs qui résolvent toutes les conditions d'existence. Ok, allons-y, listons les conditions d'existence, puis résolvons les conditions d'existence une par une. Puis, recherchons les valeurs qui les résolvent toutes. 1. On liste les conditions d'existence. C'est l'étape la plus simple, je trouve, enfin, je sais pas, je trouve, là, je peux pas, je crois que c'est objectif, là. c'est l'étape la plus simple, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a des erreurs dans cette étape-ci? Il suffit de lister machinalement toutes les divisions et toutes les racines qu'on voit. Vous voyez une division, vous recopiez le dénominateur, vous écrivez différent de 0. Vous voyez une racine, vous recopiez son contenu, et vous écrivez plus grand que 0. C'est machinal, il n'y a aucune réflexion à avoir. Donc ici, on voit un dénominateur, racine de 3x moins 1 est le dénominateur, ceci doit être différent de 0. Deuxième, il n'y a plus d'autres dénominateurs, je passe aux racines, je vois une première racine, je regarde son contenu, 2x carré moins 4, et son contenu doit être plus grand que 0. Ensuite, je vois une deuxième racine, je recopie son contenu doit être plus grand que 0. J'ai listé tous les problèmes potentiels, il n'y en a pas d'autres. Quand ces 3 problèmes seront résolus, toutes les valeurs qui résolvent les 3 problèmes en même temps sont dans le domaine de définition. Il reste maintenant donc l'étape de résoudre ces problèmes. Là, j'ai écrit la condition que x doit vérifier, maintenant on va chercher quelle valeur de x vérifie ces conditions. Allons-y. Une à la fois. Alors, la première. J'observe que c'est une équation. Racine machin égale ou différent. C'est une équation contenant une racine, donc je vais juste isoler x. C'est comme ça qu'on résout une équation. Ici, j'ai d'abord la racine, dont je dois me débarrasser, donc je vais mettre au carré. Donc 3x moins 1 doit être différent de 0 au carré. Ensuite, j'isole x différent de 1 tiers. Voilà. Deuxième, j'identifie que j'ai devant moi une inéquation du deuxième degré. Donc pour résoudre une inéquation du deuxième degré, c'est ce qu'on a vu dans ce chapitre-ci, c'est ce pourquoi on a fait un tableau de signes. Ok, donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente si vous avez besoin de voir comment est-ce qu'on fait. On commençait à chaque fois par trouver les racines, donc on va commencer par résoudre 2x carré moins 4 égale 0, et je vais isoler x. Là, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, binôme conjugué, delta, même sur mes produits si vous divisez par 2, enfin... Faites ce que vous voulez, trouvez la solution. Vous savez, vous devez savoir résoudre les équations du deuxième degré quand vous arrivez ici. Si c'est sur ça que vous galérez, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce que vous avez besoin de votre concentration sur le problème lui-même. Il y a déjà trop de trucs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, ici, je suis occupé à résoudre une inéquation pour laquelle j'ai besoin d'un tableau de signes, pour lequel j'ai besoin de résoudre une équation du deuxième degré. Et ça, dans le but de trouver la résolution d'une condition d'existence, dans le but de trouver le domaine. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de trucs imbriqués les uns dans les autres, si vous n'avez pas ces visions claires de ce que vous faites, c'est mort. Et si toute votre concentration est prise par le calcul de résolution d'une équation du deuxième degré, vous n'aurez pas la concentration disponible que pour avoir une idée claire sur le problème, et donc ça ne marchera pas. Donc il faut absolument faire des méthodes simples. C'est pour ça, par exemple, dans cette vidéo, je vais aussi utiliser la somme et produit, parce que c'est une méthode que je recommande très fortement quand c'est possible, parce qu'elle permet de résoudre vite une équation du deuxième degré avec un minimum de concentration. Et donc, elle est très favorable à ce genre de sous-problème.
En général, en maths, quand on fait une équation du deuxième degré, c'est qu'on a autre chose à faire et que c'est un petit détail de résoudre une équation dans le tas. Et donc, on essaie de rester concentré sur le problème sur lequel on était déjà. Voilà. Ici, on a trouvé les racines, ce qui me permet donc de faire le tableau de signes dans le but de résoudre l'inéquation numéro 2. Donc, les deux racines sont moins racine de 2 plus racine de 2. Et donc, 2x carré moins 4 s'annule en moins racine de 2 et en plus racine de 2. Cette signe de A est positif, donc plus, moins, plus. Et la deuxième condition est résolue ici et ici. Troisième condition. Alors la troisième condition, vous pouvez faire un tableau de signes ou vous pouvez isoler x. De nouveau, c'est comme vous voulez, mais la première chose à voir, c'est que vous avez donc devant vous une inéquation du premier degré. Isoler x suffit, ou alors faire un tableau de signes. Vu qu'on a déjà trouvé les racines, je vais faire un tableau de signes, et puis surtout parce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente qu'un tableau de signes, il faut toujours savoir le faire. Isoler x, en vrai, ça amène plus des erreurs quand on divise par un nombre négatif, et c'est pas indispensable. Donc en général, je ne le conseille pas trop, sauf pour un élève qui est à l'aise, dans ce cas-là, lui, il le fera. Alors, c'est une droite avec une pente qui est 3, donc ça monte, ça vient du bas vers le haut. Et donc la troisième condition d'existence, elle est vérifiée ici. Voilà, j'ai résolu chacune des 3 conditions d'existence. Maintenant, il me reste à regarder quelles sont les valeurs de x qui ont en même temps répondu aux 3 conditions d'existence. Pour m'aider à visualiser, parce qu'il faut prendre ce qui est en commun dans les 3 solutions, hein, je vais faire un petit axe des réels, histoire de visualiser. La première condition, tout est bon sauf un tiers. Donc, tout est bon, sauf, quelque part, là, il y a un tiers. Ça, c'est la première condition d'existence. La deuxième condition d'existence, il y a moins racine de 2 qui est avant un tiers, et plus racine de 2 qui est après un tiers. Et la deuxième condition d'existence, tout est bon de moins l'infini jusque moins racine de 2 compris, et de racine de 2 compris, jusque plus l'infini. Ça, c'est ma deuxième condition d'existence qui est résolue. Et ma troisième condition d'existence, c'est à partir de 1 tiers, compris, jusque plus l'infini. C'est ma troisième condition d'existence. Ceci me permet donc de regarder où est-ce que les 3 ont été résolus en même temps. Je rappelle que c'est en vert parce que le vert, c'est là, c'est bon, c'est là où ça marche, c'est la valeur de x qui marche. Il faut donc que tous les problèmes soient résolus. Évidemment, s'il y a un seul problème, il y a un problème. Donc, ce qui est dans le domaine, c'est ce qui est en même temps dans les 3 solutions des conditions d'existence. Donc là, je vois qu'il y a les 3 lignes ici. Donc, ce qu'il y a dans mon domaine, c'est là où il y a les 3 lignes. Donc, le domaine, eh bien, on commence à racine de 2. Et on va jusqu'à plus infini. Voilà, j'ai résolu le premier. Ok ? Deuxième exercice. Alors, je fais le deuxième exprès parce que les deux vont se ressembler. Je vais vous montrer. Hein. Regardez les deux expressions là. Regardez l'expression, je vous montre l'expression là, hein, l'expression là. Les deux expressions se ressemblent assez bien, hein, c'est une fraction avec des racines. Hein, et du deuxième degré, en gros. Ça se ressemble assez bien, et pourtant le raisonnement va être le même. Le raisonnement va être le même, donc ça c'est un bon avantage si on réfléchit. Par contre, ce qu'on va appliquer va changer fortement. Et il y a beaucoup trop d'élèves qui essayent de répliquer, qui essayent de voir ce qu'on a fait dans un exemple. C'est littéralement, ils font l'exercice en regardant la solution de l'autre exercice sur le côté, et ils essaient de refaire les mêmes étapes. Vous allez vous planter si vous faites ça. Ce ne sont pas les mêmes étapes. C'est le même raisonnement, mais je rappelle que le raisonnement, c'est assez con à dire, mais c'est le seul truc qui n'est pas écrit sur la feuille. Donc littéralement, ce qui est écrit sur la feuille, ça risque de changer d'un exemple à l'autre. Par contre, le raisonnement, non. Donc si vous recopiez, vous vous plantez. Et ça, généralement, ça fait des désastres. Et des désastres dans le sens où la plupart du temps, les personnes sont incohérentes avec elles-mêmes. C'est-à-dire qu'entre ce qu'elles écrivent et ce qu'elles résolvent, et ce qu'elles affirment que dans le domaine, les 3 sont en général pas cohérents, et ça fait des désastres. Donc je vais reprendre le raisonnement va être le même qu'on vient de faire. Mais vous allez voir à la fin, les deux résolutions vont paraître très différentes. On y va. Première étape, toujours la même question, on veut trouver le domaine, donc les valeurs de x qui peuvent être transformées. Vu que c'est le plus grand domaine possible, elles peuvent toutes être transformées, sauf celles où il y a un problème. Je vais donc lister les problèmes. On a donc, comme j'ai mis à gauche ici, les divisions et les racines qui peuvent amener des problèmes, et on va lister ces problèmes et les résoudre. On y va. CE. Est-ce que je vois des divisions? Oui, il y en a une. Alors, le dénominateur,
je recopie est différent de 0. Remarquez que j'ai dit exactement la même phrase dans l'autre exercice, mais que je n'ai pas écrit la même chose. La phrase que j'ai dite, c'est le raisonnement, ce qui est écrit change. Mais le raisonnement, non. Deuxième question. Il n'y a plus de dénominateur, est-ce que je vois des racines? Oui, bien sûr. Le contenu de la racine doit être plus grand que 0. De nouveau, même phrase, et pourtant, ce que je vais écrire change. Ok, voilà, je n'ai plus d'autres racines, donc j'ai fini mes conditions d'existence. Il n'y a plus qu'à résoudre les conditions d'existence. Première condition d'existence. Qu'est-ce que je vois? Je vois une équation du deuxième degré. Donc je peux résoudre ça avec somme et produit, ou delta, ou ce que vous voulez. Ici, je vais faire la somme et produit. Je rappelle très rapidement, la somme et produit, je vous renvoie vers la série sur le deuxième degré. Hein. Tout ce que je fais dans les vidéos est déjà été expliqué dans les vidéos. Hein. Somme et produit, c'est ici, comme il y a a qui est égal à 1, les nombres qui apparaissent dans la factorisation, ce sont les nombres dont la somme est moins 7 et dont le produit est 10. Bah, des nombres dont le produit est 10, parmi les entiers, il n'y en a pas beaucoup. Parmi les non-entiers, je ne les trouverai jamais, donc ça, c'est pas grave. On prend un delta dans ce cas-là. Mais parmi les entiers, pour avoir 10 et que la somme fasse moins 7, bah, c'est moins 2 et moins 5. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10, et moins 2 plus moins 5, ça fait moins 7. Donc ça veut dire que je peux réécrire x carré moins 7x plus 10. Je peux le réécrire x moins 2 fois x moins 5. Si vous voulez comprendre la somme et produit, je vous invite à faire la double distributivité pour revenir à ce qu'il y avait à gauche. Et donc, je trouve que x est 2, ne doit pas être 2 du coup, et en même temps, x ne doit pas être 5. Voilà, j'ai résolu la première condition d'existence. Deuxième condition d'existence. Qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois une inéquation avec une fraction. Donc, référence à la vidéo précédente, on va étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, dans le but de connaître le signe de la division. J'ai donc besoin de faire un grand tableau de signes dans lequel je vais faire la division des signes. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc ici, d'abord je vais regarder quand le numérateur, on va chercher les racines hein, pour le numérateur et pour le dénominateur. Donc, le numérateur, on a moins 2x carré plus 2x plus 4 différent de 0. Je vais mettre moins 2 en évidence. Je divise par moins 2 à gauche, à droite. À gauche, ça simplifie. À droite, 0 divisé par moins 2, ça ne change pas. Et je peux faire somme et produit. Alors, la somme doit faire moins 1 et le produit doit faire moins 2. Donc, bah, moins 2 plus 1. Donc, ça fait x moins 2 fois x plus 1. Et donc, les deux racines sont... Par contre, c'est pas différent. C'est pas différent, c'est égal. Je cherche les racines. Je cherche les valeurs pour lesquelles c'est égal à 0. Donc, on a x qui doit être 2, ou alors x qui doit être moins 1. Ok, le dénominateur, on a déjà résolu l'équation. Donc, normalement, il faut résoudre... Trouver les racines. X carré moins 7x plus 10. Ce que je l'ai fait juste il y a 2 secondes, c'est la condition 1. On avait trouvé comme valeur x égale 2 ou x égale 5. Pareil, ici, il y a des gens qui sont gênés parfois parce que bah, au-dessus, on écrit que x différent de 2 et x différent de 5. Ici, je viens d'écrire que x égale 2 ou x égale 5. Ils disent, bah non, c'est une contradiction. Non, on est juste dans des problèmes différents qui ont leurs solutions différentes et après, on mettra en commun. On est bien d'accord que dans la solution finale, on devra rejeter 2 et 5 puisqu'ils ne satisfont pas la première condition d'existence. Ça ne nous empêche pas de comprendre le signe de notre parabole en remarquant qu'elle s'annule en 2 et en 5. D'accord? Faut pas affirmer ce que je n'ai pas affirmé. J'ai pas dit que x devait être 2. J'ai dit que, en fait, lorsque x égale 2, la parabole fait 0 et donc elle change de signe. Enfin, je dis donc elle change de signe parce qu'ici elle change de signe. On fait notre tableau de signes. Dans notre but du tableau de signes, et ça c'est hyper important, il y a trop de personnes qui ne l'écrivent pas, notre but c'est de regarder le signe de ce dénominateur. Donc je recopie, notre but était de répondre à moins 2x carré plus 2x plus 4 sur x carré moins 7x plus 10 plus grand que 0. C'était ça notre but, hein, c'est la deuxième condition qui est là. Et donc pour ça, j'ai besoin du signe de la fraction. Et dans le but d'arriver au signe de la fraction, je vais commencer par étudier le signe du numérateur.
je vais étudier le signe du dénominateur et je vais diviser les signes pour savoir le signe de la fraction. Alors, nous avons les racines. En racine, on a moins 1, 2 et 5. Ordonné, je l'ai déjà fait, j'ai naturellement ordonné. Moins 1, 2 et 5. Hein, je parle bien des racines qu'on a trouvées. Il y en a 4, mais en fait, x égale 2 revient 2 fois, tant mieux. Alors, notre numérateur s'annulait en moins 1 et en 2. Le signe de A est négatif, donc c'est moins plus moins. Notre dénominateur est aussi du deuxième degré. Il s'annule en 2 et en 5. Et je montrais il y a 2 secondes le signe de A qui est positif. C'est 1, hein, c'est le 1 que j'entoure, hein, sauf qu'on l'écrit pas. C'est pour ça que j'ai entouré le vide. Et le signe de A est positif, donc la concavité est vers le haut. Donc plus, moins entre les racines et plus après. Ce qui me permet de faire la division. Moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. Plus divisé par 0, je ne peux pas. Moins divisé par moins, ça fait plus. Moins divisé par 0, je ne peux pas. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et précision, vous retrouvez ici, en fait, là et là, vous retrouvez la première condition d'existence. Si vous le voyez, si vous commencez à être assez à l'aise avec la matière pour voir ça à l'avance, vous pouvez ne pas écrire la première condition d'existence. Notez que j'ai vraiment rien changé, puisque j'ai vraiment réécrit la ligne là. Donc au final, j'ai vraiment pas gagné grand-chose. Mais, ok. En fait, ce genre de condition d'existence apparaît déjà dans le tableau de signes. Bon, tout ça, j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça pour résoudre la question, la deuxième condition d'existence. Hein. Résoudre quand est-ce que la fraction est positive. La fraction, elle, c'est ma dernière ligne, est positive ou 0. Donc là, ça marche. Là, ça marche. Là, non, ça n'existe pas. Là, oui. Là, non. Et donc, ma première condition d'existence, elle est validée en tout sauf 2 et 5, mais 2 et 5 sont déjà rejetés par la deuxième condition d'existence. Donc au final, les valeurs qui vont répondre à toutes les conditions d'existence, en fait, c'est juste celles qui répondent à la deuxième. La deuxième englobe la première. Et du coup, la solution, donc mon domaine, ce sont les valeurs donc entre moins 1 et 2, non compris. Je reprends à 2, jusque 5, non compris. Et enfin, j'aimerais terminer donc par la comparaison des deux. J'ai pris ces deux-là pas du tout par hasard, évidemment, c'est parce que les deux se ressemblent vraiment très fortement et très souvent, très souvent, les personnes confondent les deux. Ça a l'air semblable. On a une racine d'une fraction, en gros. Mais c'est pas du tout la même chose. Parce qu'au moment où j'écris mes conditions d'existence, à gauche, comme il y a deux racines, eh bien, il y a deux conditions d'existence. À droite, il y a une racine, donc il y a une condition d'existence. À gauche, chacune des conditions d'existence était juste sur le numérateur ou juste sur le dénominateur. Donc c'était juste une ligne dans le tableau. Il n'y avait pas de multiplication à avoir. C'était juste une expression du deuxième degré pour la deuxième condition, ou une expression du premier degré pour la troisième condition. À droite, par contre, j'avais une fraction plus grande que 0. Donc j'ai dû faire un tableau avec plusieurs lignes dans le but de savoir le signe de cette fraction. Et c'est là qu'il faut vraiment que votre résolution soit en lien avec votre condition d'existence. Il y a beaucoup de fois, je vois à droite, dans ce temps, on me fait des tableaux à une ligne, ou à gauche, on me fait des tableaux avec plusieurs lignes, alors qu'on a écrit la bonne condition d'existence. Ça veut dire que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Littéralement, elle écrit qu'il faut résoudre un problème, et elle ne le résout pas du tout, elle résout autre chose. Et ça, c'est la difficulté sur cette partie-ci. Il faut vraiment comprendre le raisonnement. J'ai formulé exprès les mêmes phrases dans le premier exercice et dans le deuxième exercice, parce que c'est le même raisonnement qu'il faut faire, mais ce qui est écrit change. À gauche, quand j'ai vu une équation du deuxième degré, juste une expression du deuxième degré, j'ai fait un tableau de signes. À droite, j'ai vu une équation sur une fraction, j'ai résolu la fraction comme on a fait dans les vidéos précédentes. Si ça c'est clair, alors c'est facile. Au final, le raisonnement, il est simple. Enfin, il est simple. J'ai du mal à dire qu'il est simple quand je vois le nombre de difficultés qu'il pose. Mais je me demande toujours si c'est si c'est le raisonnement qui est difficile, ou si c'est une mauvaise habitude de faire comme un autre exercice. De prendre d'autres exercices et d'essayer de faire la même chose. Je ne sais pas encore. Peut-être un jour, j'y verrai plus clair. Mais le raisonnement m'a pas l'air insurmontable. Et pourtant, il pose vraiment beaucoup de difficultés. N'hésitez pas à regarder cette vidéo à votre aise, revenir en arrière. C'est hyper important pour la suite en plus. Donc, voilà. Il me semble que j'avais encore quelque chose à dire. Oui, j'ai retrouvé. J'ai fait une petite pause histoire de réfléchir. Oui, j'ai retrouvé. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais enfin, entre à gauche et à droite, regardez. Je vais prendre l'exemple que je regarde bien. Ouais, je vais prendre l'exemple de droite.
Il y a beaucoup de personnes enfin, beaucoup non. Il y en a de temps en temps qui me demandent, tiens, mais moins 2x carré plus 2x plus 4 divisé par x carré moins 7x plus 10, bah, c'est égal. Enfin, il y a une propriété des racines qui dit qu'on peut faire ça. Ah bah oui, il y a une propriété des racines. La propriété des racines, elle dit, elle dit que racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Genre, par exemple, si je calcule racine de 16 25e, bah, ça fait racine de 16 sur racine de 25. Ça fait 4 5e. Ouais, il y a une propriété qui dit ça. Eh ben, cette propriété, telle que je l'ai écrite là, elle est fausse. Et c'est ça qui fait la différence entre le cas de gauche et le cas de droite. La propriété, techniquement, elle est fausse. Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre pourquoi elle est fausse. Si je vous prends racine de moins 16 sur moins 25, bah, moins 16 sur moins 25, c'est un nombre positif, parce que moins par moins, ça fait plus. Et donc, évidemment, ça, c'est pas égal à racine de moins 16 sur racine de moins 25. L'erreur qui est commise ici dans la formule, j'ai dit qu'elle était fausse, c'est parce qu'elle n'est valable que si A est positif et B est strictement positif. Sinon, elle est fausse. Ici, par exemple, racine de moins 16 sur moins 25, ça ne fait pas racine de moins 16 sur racine de moins 25. Évidemment, parce que c'est négatif, ça n'existe pas à droite, alors qu'à gauche, ça existe. Et c'est ça qui se passe, c'est que effectivement ici, dans le tableau de signes de droite, on a ça. On a un cas ici, pour certaines valeurs de x, le numérateur était négatif, le dénominateur aussi, donc moins 16 sur moins 25, on est vraiment dans ce cas-là, et le résultat est positif. Alors que si on avait eu cette expression ici à droite, et qu'on avait fait deux tableaux de signes, on aurait déduit de la première ligne que ce signe ne satisfait pas la condition d'existence du numérateur sur la racine, donc on aurait éjecté les valeurs entre 2 et 5, et pareil pour le dénominateur. Voilà la différence entre les deux. C'est parce que racine de a sur b n'est pas égale à racine de a sur racine de b, sauf si les deux sont positifs. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle série. On a fini sur les fonctions du deuxième degré, et je compte bien continuer les fonctions avant le reste. À prochaine!